nous comme tous les mardis de 10h à midi sur Naradio. Il est 11h02, on vient d'écouter Angèle, Balance ton quoi. Je suppose que c'est une chanson qui te parle. Sophie, c'est important ce message d'Angèle. La femme n'est plus un objet en 2019. Oui, tout à fait, mais effectivement, il ne faut pas forcément en abuser. Il faut voir à pouvoir mettre ça dans un contexte vrai. Enfin, faut pas raconter n'importe quoi non plus. Mais effectivement, la chanson, je trouve qu'elle est. Moi, j'aime beaucoup cette chanson. Il faudra peut-être d'ailleurs en parler dans une autre émission, mais on peut déjà l'aborder parce qu'on est sur le thème de la vie privée et vie professionnelle. Bertrand, le harcèlement sexuel, c'est une chose, on a vu, très importante au travail et cette année, les choses ont un petit peu bougé à ce niveau-là. Il y a énormément de changements, il y a beaucoup de négociations sur le sujet. La difficulté du harcèlement au travail, c'est prouver le harcèlement. Et bon, faut dire les choses, hein, la plupart du temps, ce sont des femmes qui sont harcelées. Et ce qu'on demande, ce sont des preuves claires et précises, tangibles. Et là, c'est difficile de monter un dossier pour expliquer qu'il y a eu harcèlement, puisque le harcèlement, c'est une action répétitive sur la même personne à chaque fois. Et ça, c'est extrêmement difficile à prouver. Où est la limite, Sophie, d'ailleurs quand est-ce qu'on subit un harcèlement quand est-ce qu'il faut le signaler? Quand on se sent mal, surtout, voilà, c'est quand même hyper intérieur. La personne peut déjà aller peut-être à la médecine du travail ou consulter, et je crois qu'il y a des psychologues à la médecine du travail, alors sur Paris sûr, ici je sais pas, mais voilà, de pouvoir déjà se confier ou bien à son médecin traitant ou ne pas hésiter à prendre un arrêt maladie pour faire le point. Et c'est surtout une souffrance intérieure au départ, et ses limites, il faut respecter ses propres limites, pas celles que la société nous impose. Voilà, c'est vraiment, il y en a qui peuvent être harcelés au bout de 3-4 fois et c'est déjà trop, et puis il y en a, ils vont avoir un seuil de tolérance beaucoup plus haut et qui vont même pas sentir qu'ils sont harcelés. Et là on en revient à la pression au travail. Bertrand, souvent les patrons profitent aussi un petit peu justement de la carotte d'un contrat, d'un CDI, de la carotte, de mettre la pression aussi pour se permettre des choses inacceptables. Ah, complètement. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a des personnes qui ont des profils qui font que des personnes, entre guillemets, hein, parce que c'est vrai que ce mot il est un peu galvaudé, un peu plus perverse, ont tendance à se focaliser sur ce profil-là de victime. Et c'est justement les personnes qu'on les reçoit, on leur dit mettez vos limites. Donc vous êtes harcelé, vous vous sentez pas bien, à un moment donné vous sentez que ça va trop loin, déjà ne restez pas dans l'ombre. Allez-y, il y a des IRP, il y a une direction, une RH. Il faut parler, il faut pas rester seul. Et ça, les gens ont du mal parce qu'ils se disent qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qu'on va dire, et puis je risque de perdre ma place. Donc ça, c'est très très dur. Et puis, l'autre côté existe aussi. Il y a des patrons qui sont parfois victimes de personnes qui, voilà, je vais dire qu'il y a un problème, comme ça je vais lui mettre la pression et je vais peut-être avoir mon augmentation ou je vais peut-être avoir une rupture conventionnelle qui va me permettre de partir de la boîte parce que j'en ai marre. Donc voilà, il n'y a pas de méchant gentil, ça peut arriver des deux côtés. Hein, donc voilà, je l'ai vu avec le recul en fait, puisque j'ai été salarié, je suis chef d'entreprise aujourd'hui, c'est ma boîte. Je vois bien la différence, hein, je me retrouve des deux côtés et je comprends maintenant pas mal de choses. C'est important effectivement d'avoir des preuves tangibles et de ne pas accuser à tort ou à raison. On est dans l'émission vie privée, vie professionnelle, trouver un juste équilibre. Là on a fait une petite sortie de route parce qu'on s'est adapté à la chanson qui venait de passer, mais on va parler de l'impact sur la vie de couple et sur la sexualité du déséquilibre justement entre la vie professionnelle et la vie privée. On va être galant comme d'habitude. On va débuter avec l'impact chez les femmes avec Sophie. Sophie, c'est la baisse du désir, c'est la difficulté à atteindre l'orgasme? Oui, effectivement. Et puis, toujours pareil, les préoccupations qui tournent dans la tête,
avec effectivement tout gérer à dans la famille, le ménage, et puis voilà, moi, la chef d'entreprise artisan sur La Rochelle qui était venue me voir, a déjà même très peu de temps pour se consacrer à une séance. Hein. Elle est venue très peu de temps parce qu'effectivement, dans son planning, elle peut pas se permettre de mettre une séance par semaine. Hein. Donc c'est compliqué pour elle. Mais bon, là, en l'occurrence, elle avait du désir et elle atteignait l'orgasme, mais c'était surtout la charge mentale, la prise de poids. Voilà, c'est compensé par autre chose de toute façon. Et chez l'homme, alors comme souvent, ça amène un manque de communication, ça c'est la base chez l'homme, on y revient à chaque fois, Bertrand, mais ça amène aussi des éjaculations prématurées, des troubles de l'érection, des baisses d'énergie. L'homme peut être très impacté. Ah mais complètement, complètement. Hein. Et je rebondis par rapport à ce que disait Sophie sur tout ce qui est prendre du temps, les préliminaires. Les hommes sont également à la recherche de ça. Hein. C'est pas forcément une spécificité féminine parce que aujourd'hui, les femmes ont tendance, alors attention, je fais très attention à ce que je dis, à masculiniser un peu leur attitude. Et du coup, les hommes se retrouvent dans une position où ils ont besoin qu'on prenne soin d'eux, qu'il y ait un peu d'attention. Donc eux aussi, ils sont en demande de ça et ils ne trouvent plus leur place. Parce qu'en face, ils ont une attitude très masculine, très ferme. Il y a des vrais leaders chez les femmes et les gars, ils ne trouvent plus leur place. Donc ça aussi, ça les perturbe énormément. Il faut trouver et l'équilibre et la place. C'est pas évident pour les hommes. Sophie sourit. Ça te fait du bien de te venger un peu comme ça. Je me venge pas là, j'ai pas parlé. J'ai vu ce sourire narquois là. Narquois, c'est de l'interprétation. Alors on parlait du déséquilibre, les risques chez les femmes de ne pas réussir à trouver ce fameux équilibre vie privée, vie professionnelle. Sophie, c'est la culpabilité aussi. C'est un sentiment chez les femmes qui est souvent très présent, ça. Oui, effectivement, comme d'une manière générale, les femmes sont très très empathiques. Je vais dire d'une manière générale parce que pas toutes, hein, et voilà, heureusement aussi qu'on est toutes différentes. Elles ont tendance à se sentir hyper responsables de tout et donc du coup à culpabiliser. Et ça, c'est vraiment le truc qui gâche un peu leur vie. La culpabilité chez les femmes, c'est vraiment le truc qui prend énormément de place et qui sert absolument à rien. Donc pas de recette miracle pour déculpabiliser, mais c'est déjà se rendre compte qu'entre ce qu'elle pense et la réalité, il y a déjà un écart. Et la culpabilité avec le temps et la modernité, Bertrand, c'est un sentiment quand même qui apparaît de plus en plus aussi chez les hommes, parce que avant, le fait de ne pas avoir de temps à consacrer à sa famille, à ses enfants, à sa femme, c'était pas forcément synonyme de culpabilité. Plus ça va, plus ça l'est. Exactement, parce que c'est comment faire. Hein, je suis un homme. Il y a encore cette idée, cette posture patriarcale de dire je suis l'homme, donc je dois protéger ma femme, je dois protéger la famille. Et donc c'est moi qui vais aller chercher la nourriture à l'extérieur, donc je ramène l'argent, c'est moi les finances, je protège, donc je veux une belle maison, je veux tout ce qui va avec. Et puis en parallèle, j'ai envie de voir grandir mes enfants, j'ai envie de prendre du bon temps avec ma compagne. Et là, voilà, c'est très difficile de trouver justement que choisir. Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qu'elle veut? Si je ne gagne pas d'argent, on ne pourra pas partir en voyage. Donc si on ne part pas en voyage, elle ne va pas être contente. Et je ne suis pas un mec efficace et je suis mauvais. Donc voilà, tout ça, ça crée énormément de perturbations et ça en arrive au fait que les hommes, c'est symptomatique en fait. Les troubles de l'érection, les éjaculations prématurées, tout ça, c'est des symptômes qui cachent beaucoup de choses. Et l'évolution de la société à ce niveau-là, ça amène une évolution de la sexualité. Forcément, les deux sont liés, Sophie, parce que il y a de plus en plus de femmes dominantes au niveau de la sexualité. Ça a un peu changé le rapport. On en voyait très peu avant. C'était, comme dit Bertrand, l'homme qui doit ramener l'argent, l'homme qui doit ramener la nourriture, l'homme de Cro-Magnon, entre guillemets, qui était un petit peu resté dans les mentalités. Et là, ça s'est inversé. C'est girl power aussi au lit.
Oui, effectivement, les femmes vont plus dire ce qu'elles veulent, ce qu'elles désirent, ou le faire savoir, en tout cas d'une manière ou d'une autre, pas forcément avec des mots, des fois de façon indirecte, prendre le pouvoir physiquement. Ouais, voilà, je sais pas. Ça, ça perturbe énormément les hommes, ça, parce qu'ils sont complètement déstabilisés. Il y a effectivement la féminisation fait que les femmes revendiquent, mais derrière, les hommes, ils n'ont pas eu le temps de s'adapter, en fait. Donc, quelle posture prendre? Ils ont comme exemple leurs parents, et ils se disent, ben voilà, moi à l'époque, mes parents c'était comme ci, comme ça, mais ça n'existe plus, ça c'est parti en fumée. Donc, ben, on fait quoi maintenant? Et là, ils savent plus. Ils sont perdus et c'est très paradoxal, Bertrand, parce que ça a été longtemps le fantasme de la gente masculine, ce côté femme fatale, femme pouvoir, etc. Et maintenant que ça arrive, au final, les hommes ont peur. Et ben voilà, ça retombe. On peut revoir le geste. Hop. C'est le même que Sophie, donc on voit qu'il y a des restes de la formation. Sophie, elle utilise régulièrement ce geste. Bertrand, pour les solutions à apporter, il y a la possibilité de faire appel à un coach, par exemple, totalement au hasard, Bertrand Barré. Oui. En tant que coach, quelles sont les solutions que tu apportes? Est-ce qu'il y a un résultat qui est immédiat ou est-ce que ça prend du temps? Alors ça va dépendre. Ça va dépendre. Hein. Alors, le coach, il intervient plutôt pour atteindre un objectif. Donc la personne arrive, elle me dit, ben voilà, j'ai des difficultés à prendre du temps pour mes enfants, par exemple, ou dans mon couple. Et à ce moment-là, on détermine un laps de temps, de séance, où on va mettre en place les choses, on va redéfinir précisément l'objectif, et à partir de là, on va mettre en place des étapes, des checkpoints, pour que la personne soit autonome et puisse dire, ben voilà, je peux réaliser les choses. Et puis, il y a le côté plutôt thérapeutique, où là, la personne vient parce qu'il y a une souffrance et elle a besoin d'exprimer, elle a besoin de temps pour exprimer. Alors, concrètement, moi, qu'est-ce que j'apporte? Ben, déjà, j'apporte à la personne, je l'accompagne à ralentir, prendre du recul. Elle va décortiquer ce qui bloque et ce qui la fait souffrir, ou ce qui la fait souffrir. On va verbaliser un peu les choses. Hein. Donc le fait d'exprimer, lorsqu'on parle d'intimité, on ne parle pas beaucoup d'intimité autour de soi. Donc le fait de parler, déjà, ça fait du bien. Ensuite, on va se focaliser sur les points positifs de la situation. Parce que bien souvent, il y en a, sauf que les personnes ne voient que la part haute de l'iceberg négative. Mais ils ne voient pas que derrière, il y a des choses. Hein. Voilà, avoir une famille, avoir quelqu'un qui vous attend à la maison, c'est du positif. Mais la personne ne le voit plus. Et ça, c'est super important parce que Sophie, tu nous en as déjà parlé. C'est vrai que c'est un problème des couples qui viennent consulter ou des couples qui hésitent à consulter. C'est que souvent, on balaye totalement, notamment dans une relation longue, des gens qui sont ensemble depuis 10-15 ans, le temps efface le positif. Oui, tout à fait. Et puis les femmes sont très très fortes pour voir le négatif aussi. Hein. Enfin, c'est assez prouvé au niveau des neurosciences qu'effectivement, il y a un pourcentage plus grand de femmes qui vont avoir des pensées négatives, qui vont ruminer les choses négatives et qui vont effacer tout ce qui est positif. Donc tout ce que peut apporter l'homme ou les bienfaits de la famille, les avantages, les points positifs. Non, elles vont voir le verre à moitié vide et pas le verre à moitié plein. Et il faut se libérer absolument, Bertrand, pour continuer un petit peu votre accompagnement et ce que vous conseillez, il faut se libérer aussi des habitudes bloquantes. Exactement, exactement. En fait, dans le couple, il y a des rituels à mettre en place. Des rituels qui vont recréer un lien, qui vont remettre en place le couple en avant. Et ça, les hommes ont du mal à se rendre compte que des gestes simples peuvent transformer leur vie. J'ai un couple, par exemple, le monsieur a décidé de faire la cuisine le soir en rentrant. Les deux travaillent, il y a des enfants. Ben, le lundi, c'est moi qui fais à manger. Ben, rien que ça, 15 jours, 3 semaines après, il revenait avec un grand sourire. Et là, je savais que ça allait mieux au lit. Parce que elle a eu du temps pour elle, pour se détendre. Et c'est ça, c'est casser la routine. On ne peut pas transformer quelque chose en faisant toujours la même chose. C'est pas possible.